ces chaînes musculaires et articulaires, on les appelle PA, AL, PL, AM, PM. Quelqu'un qui est à dominance AM. Si cette personne, du jour au lendemain, vous la mettez dans une entreprise qui nécessite beaucoup de travail, cette personne-là va aller à l'encontre de son potentiel. Et il va y avoir l'apparition de désordres mécaniques. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois un ovni ce matin, comme je les aime. Bonjour Mohamed Bouchoucha. Bonjour. Vous êtes, alors vous avez la double casquette, kinésithérapeute, ostéopathe, mais comme vous avez d'autres casquettes, c'est plus qu'un chapeau en haute forme qu'il vous faudrait. Alors vous êtes, comme vos patients disent, un kiné comme on en croise rarement. Oui, parce que je travaille avec une méthode assez atypique, qui ne ressemble pas à la kinésithérapie classique, ni à de l'ostéopathie, ni à la chiropraxie. C'est de ça dont on va parler ce matin. Alors, vous avez été formé au dry needling. Oui, c'est ça. La plus puissante technique symptomatique au monde, selon vous. C'est ça. Vous êtes culturiste. Oui. Vous verrez la vidéo. Vous êtes quoi en énéagramme ? Je suis 8. D'accord. Moi, je suis entre 5 et 7. C'est bien. Je décompense en 7. Et sinon, je suis PM selon votre méthode. Ah, c'est bien, c'est un excellent profil. J'ai lu votre livre, mais j'ai envie de ceux qui nous écrivent, qui nous écoutent, à voir de quoi ils retournent. Quel parallèle vous faites entre la typologie de l'énéagramme et les chaînes musculaires mises au jour par la méthode GDS ? Alors, la méthode GDS, on va définir ce que c'est la méthode GDS. On va le définir après, mais je voulais juste savoir... Alors, moi, avec une certaine humilité, moi j'ai essayé de faire un parallèle. En vérité, il n'y a pas une complémentarité intégrale entre les profils de l'énéagramme et les profils de la méthode GDS, mais il y a quand même certains profils qui se calquent, notamment dans les doubles typologies. Oui, donc, exactement. Voilà. Donc moi je trouvais que quand même l'énéagramme était une lecture assez intéressante au niveau de la caractérologie, dans sa tentative de mettre en évidence des singularités chez un sujet, par exemple quelqu'un d'hyperaffectif, quelqu'un d'asthénique, quelqu'un de très sthénique, poussé vers l'action. Donc toutes ces typologies-là, toutes ces tentatives, parce que les origines de l'énéagramme sont quand même assez obscures, on ne sait pas exactement ce que c'est, et donc moi j'ai essayé de c'est pas récent en tout cas, voilà, ça on sait que ça remonte à loin. Voilà, ça remonte à très très loin, et j'ai essayé un petit peu de mettre en relation quelques profils, voilà. Carla Bruni, qui dédicace votre livre, a un double profil, par exemple. Voilà, exactement. Carla, c'est une personne très sténique, c'est du feu, mais elle a aussi du métal. Le métal étant cette tendance au repli, cette tendance à la douceur, à l'intériorisation. Et c'est vrai que ça fait un beau mélange. Le métal vient freiner les excès du feu. Il faut se casser la figure pendant 10 ans pour être un bon chaîniste. Écrivez-vous, donc c'est bon pour vous. Vous avez passé le cap des 10 ans. Oui, moi j'ai passé le cap des 10 ans. Vous êtes un bon chaîniste alors. Alors ça c'est une phrase que je reprends de mon mentor, puisque à qui vous dédicacez votre livre, vous, du coup. Bien sûr. Mais parce que... Alors, il s'appelle comment votre mentor ? Il s'appelle Philippe Campignon et il a un centre de formation qui s'appelle Vincula. Et c'est là où j'ai appris la biomécanique des chaînes musculaires. Et là vous dites que vous c'est le meilleur du monde, carrément. Pour moi oui, ouais. Pour moi Philippe Campignon c'est le monstre de la biomécanique. C'est ce que j'ai... Moi, je me suis formé aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. J'ai aussi été formé par certains Australiens. Et pour moi, de loin, c'est Philippe Campignon. Il a une lecture mécanique que j'ai trouvée nulle part ailleurs. Même si vos mains sont suisses. Alors, les Suisses, ils ont quand même une approche du tissu mou qui est un petit peu très structurelle, parce que les Suisses, ils ont hérité de cette tradition des rebouteux, des gens qui allaient fort dans le tissu. En France, on a une tradition un petit peu infradouloureuse, on va caresser les tissus, il ne faut surtout pas faire mal aux patients, et à tort d'ailleurs, parce que... Mais avant on faisait mal aux patients. Alors,
on faisait mal aux patients, quand on athlétisait les gens de manière exagérée. Mais c'est vrai qu'à l'époque de la kinésithérapie, dans les années 50, on appelait ça des gymnastes médicales, et en fait, on allait fort dans les tissus. Mais après, on est redevenu infradouloureux, très caressant, très dans une approche infradouloureuse. Et les Suisses ont gardé cette tradition-là. Donc moi, je considère que c'est les Suisses qui ont fait ma main, puisqu'ils m'ont appris à sentir les fibres, le fascia, et tout ça fondre entre les mains. Vous publiez Lombalgie, céphalée, contracture, ce que me dit votre corps aux éditions Le Duc. Dans votre livre, vous écrivez que vous vous considérez toujours comme un chercheur qui doute. Oui, parce que, vous savez, l'être humain est un individu complexe entre le corps, l'esprit, l'âme, toute cette complexité. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de Freud et Lacan. On n'aura jamais fini de comprendre les intrications entre le corps et le psychisme. Alors vous pratiquez depuis 17 ans, vous avez commencé par une pratique conventionnelle et très vite vous vous êtes ennuyé dans votre métier. Alors je me suis ennuyé surtout parce que la pratique de l'athlétisation en général ne donnait pas les résultats escomptés, ni le massage, ni l'athlétisation. Je suis arrivé à la conclusion très très vite, au bout de 2 mois, que c'est pas en réathlétisant ce qui fonctionne mal qu'on va améliorer la situation. C'est-à-dire que sur une épaule, par exemple, qui est en souffrance, parce qu'on a un degré d'amplitude qui est limité, c'est pas en forçant, c'est pas en musclant qu'on va arranger les choses. Il faut comprendre. Vous en aviez marre d'un discours plutôt systémique où à chaque fois on disait faut remuscler. Oui, parce que, alors, j'en avais marre, mais j'étais surtout blessé par les remarques des patients. Je viens, mais ça sert à rien, j'ai toujours mal. J'avais quand même un affect assez sensible, et j'en avais marre. Je me suis dit, mais en fait, le métier, ça va être tous les jours, j'ai toujours mal, ça passe pas, ça a toujours mal. Bon, c'est quand même lucratif, parce qu'on va pérenniser, on va rentrer dans une prise en charge longue, chronique, où on va dire, avec l'accord des médecins, c'est long, c'est comme ça. T'en as pour 25 séances, voilà. 30 séances. Et on va jusqu'à que le patient, excusez-moi, en a marre. Et donc, en fait, avec Philippe Campignon, mon mentor, j'ai compris ce que c'était une dysfonction. C'est-à-dire que la physiologie, à la base, elle est parfaite. Les pièces osseuses, la mécanique humaine dans son ensemble, elle est parfaite. C'est-à-dire que s'il y a une douleur, c'est l'expression d'une dysfonction. Par exemple, dans le cas d'une hanche douloureuse, chez certains profils, comme les types AL, c'est des chaînes musculaires qui vont être sur l'intériorisation, on va avoir des contractures musculaires qui vont compresser le pôle supérieur de la hanche. Donc c'est pas en musclant la hanche, c'est pas en étirant ce qui n'est pas étirable parce que trop contracté qu'on va améliorer les choses. Donc il faut comprendre la dysfonction, comprendre ce qui ne va pas dans la physiologie qui est à la base parfaite, qu'on va améliorer les choses. C'est pas la peine de... Alors pour moi, et c'est une vision personnelle, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est lié à une vision judéo-chrétienne. Ah, il faut en souffrir, il faut souffrir. Ah, c'est comme ça. Et puis on va culpabiliser le patient. Et tu fais pas de sport. Ah, tu vois, tu fais pas de sport. Je veux dire, à un moment donné, non. Le patient est toujours responsable indirectement. Moi, ce que j'ai appris avec la méthode GDS et Philippe Campignon, c'est qu'il faut chercher cette dysfonction-là sur des chaînes musculaires qui sont l'expression du sujet. C'est-à-dire que nos muscles reflète notre psychisme. Alors ça, c'est pas Madame Gottlieb de Nistroev qui l'a inventé. On a travaillé dessus depuis des années. C'est elle qui a conceptualisé la méthode qui aujourd'hui porte son nom, sauf qu'on a gardé les premières lettres de son nom, donc GDS. Voilà. Alors cette méthode, elle a été quand même élaborée au niveau comportemental par elle, mais la biomécanique poussée, précise, elle a été élaborée par Philippe Campignon, qui a fait plusieurs tomes, qui regroupent à peu près 1200 pages, et qui sont quand même des trésors de la biomécanique humaine. Donc, pour en revenir à ce psychotonus, que moi j'ai appelé psychotonus, c'est un terme que beaucoup ont utilisé, et
Reich s'est intéressé à ça, à ce qu'il appelait lui les cuirasses caractérielles. Alors, Reich, il n'était pas kiné. Hein. Oui, Reich n'était pas kiné, mais il avait vu que le tonus était le reflet de certaines frustrations. Bon, c'était quand même un élève de Freud. C'était pas n'importe qui, Reich, même si après, bon, il est devenu fou et tout ça. Mais il était déjà sur les pistes du psychotonus, de cette somatisation. Donc, l'idée de Gottlieb de Nystreuf, c'est que de mettre en relation certains aspects comportementaux à des postures. Puisque Gottlieb de Nystreuf, avant d'être kinésithérapeute ostéopathe, elle était aux Beaux-Arts. Elle a eu une première vie, oui. Oui, elle a eu une première vue. Mais ce qui fait qu'après, elle a dessiné systématiquement voilà, tous ses patients, et à partir du dessin, de la posture. Vous êtes bien renseigné. Parce que... Là, vous savez, il y a Google. Moi, dès que je vois un nom que je connais pas, je Google. Voilà. Alors, Streuf, elle s'est intéressée à ça, et son mérite, c'est de voir ce que les kinés n'ont pas vu. C'est-à-dire la posture, les différences interindividuelles, la différence des silhouettes. Et on ne peut pas nier les différences interindividuelles. Moi, je reprends toujours l'exemple du cheval avec mes patients. Je leur dis, parce que la facilité de la méthode GDS... concernant les détracteurs, ça va être de dire oui, mais bon, on est un petit peu de tout et tout ça, et puis c'est tout. Non, c'est pas vrai. Même si on prend un cheval de trait poulain, qu'on l'amène à Vincennes, ce sera jamais un cheval de course. Idem pour le poulain pur sang, même si on l'amène à tracter des carrioles, enfant, il aura jamais la puissance d'un vrai cheval de trait, court sur pattes, bodybuildé. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que chez l'être humain, pas autant, mais quand on regarde les Jeux Olympiques, on voit bien qu'entre les sprinteurs et les marathoniens, il y a quand même un profil génétique. Quand on voit ces sprinteurs qui font de la course, qui font de la course, qui sont bodybuildés, qui sont quand même, s'ils ont des corps faits pour la puissance, et quand on voit les marathoniens, on voit que c'est pas ça. On voit qu'il y a des... C'est pas les mêmes. Exactement. Ils n'ont pas le même régime alimentaire. Ils n'ont pas le même régime alimentaire, mais ils sont quand même assez différents. La trophicité des muscles favorise l'explosivité. Quand vous êtes marathonien et que vous pesez 50 kg, c'est plus facile de faire 42 km. Et donc, ces différences interindividuelles, elles existent, mais elles sont associées à des schémas comportementaux. Et moi, de tout mon exercice au cabinet, j'ai vérifié ça par la clinique. Sinon, vous savez, dans mon métier, j'ai jeté 75% de ce que j'ai appris. C'est pour ça que je suis devenu dur et exigeant. Parce que j'allais à des stages, c'était n'importe quoi en fait. Ce qu'on apprenait, ça ne marchait pas. Le cabinet, c'est un laboratoire. Et ce que j'ai expérimenté de la méthode GDS, faut expliquer qu'au départ, vous étiez sceptique. Ah bien sûr, j'étais sceptique. Donc, vous avez testé les six chaînons, on va dire. J'étais même non seulement sceptique, mais j'étais même très dubitatif. Très dubitatif. Quand on m'expliquait qu'un pied, il était lié à la hanche et qu'une rotation interne du pied exagérée provoquait une hyperpronation, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un petit peu d'exagération, je trouvais que les typologies comportementales c'était un petit peu exagéré, qu'on était un petit peu de tout, comme un cheval de promenade. Je me suis aperçu que non. Et cette histoire de somatisation de chaînes qui partent de la base du cou jusqu'au talon, qui mettent en évidence un comportement d'hyperactivité. Et puis je me disais, ouais, et puis l'affect c'était l'inverse, on avait des chaînes... Ça faisait un peu psychologie de comptoir. Exactement. Et j'ai invité aujourd'hui Mohamed Bouchoucha à l'occasion de la parution de son livre qui s'appelle Lombalgie, céphalée, contracture, ce que me dit votre corps de vous, aux éditions Le Duc. Vous avez été formé par le monstre sacré Philippe Champignon. Campignon. Pourquoi il s'appelle Champignon? Campignon, il n'y a pas de H. Campignon. C'est lui qui vous a donné les clés de ce que vous ne compreniez pas, de ce que vous cherchiez. Alors, donc, si j'ai bien compris, le corps est formé de 6 chaînes musculaires. Absolument. Bon. Alors, on peut parler de ces 6 chaînes. Bien sûr. Elles ont des noms. Ces chaînes musculaires et articulaires, on les appelle PA, AL, PL, AM, PM. Alors, c'est des chaînes musculaires qui sont dans chacun de nous, mais qui fonctionnent de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un d'hyperactif, entre guillemets, quand je dis hyperactif, c'est hyperactivité mentale. C'est cette difficulté à lâcher prise. Il n'est pas hyperactif au sens d'agitation. Mais on va...
ces chaînes sont associées à des comportements. Si par exemple quelqu'un est, par exemple, on va dire, il est d'un potentiel de base d'une chaîne. Le potentiel de base, c'est un petit peu la carrosserie de l'individu. Par exemple, on peut être quelqu'un qui est à dominance AM. C'est une chaîne musculaire qui est reliée à l'aspect affectif. Si cette personne, du jour au lendemain, vous la mettez dans une entreprise qui nécessite beaucoup de travail, on va donner un exemple tout bête, un cabinet d'avocats, cette personne-là va aller à l'encontre de son potentiel. C'est-à-dire que c'est comme si un marathonien se mettait à faire du sprint, ou bien un sprinter voulait préparer un marathon. Donc ce potentiel-là ne permet pas une très grande capacité du travail, et il va y avoir l'apparition de désordres mécaniques, pas systématiquement, parce que on verra que ces chaînes musculaires, elles sont dépendantes de deux aspects, le langage gravé et le langage parlé. C'est-à-dire que quand ces chaînes fonctionnent de manière normale, il n'y a pas l'apparition de troubles musculo-squelettiques chez l'individu. Elles fonctionnent de manière alternative. C'est-à-dire que le système nerveux, il est composé de deux branches, une branche orthosympathique qui est celle de l'action et le parasympathique qui est celle du relâchement. Quand la chaîne fonctionne, il n'y a pas de chaîne meilleure que les autres. Il y a des chaînes plus propices à certaines professions. Par exemple, il vaut mieux être d'un profil AM pour être psy. Par contre, pour être dans un cabinet d'avocat, il vaut mieux être PM. Le PM, c'est celui qui a une grande capacité de travail, qui est cérébral, qui n'a pas ces freins empathiques qui peuvent être quelque chose de limitant dans cette activité-là. Donc cet AM qui va se retrouver dans un cabinet d'avocat, il va être plus propice à être à exercer cette profession-là, parce que ce métier-là, parce que cette chaîne-là va venir tirer sur un potentiel qui est l'inverse de sa typologie et provoquer par exemple des douleurs de genoux, du reflux, des douleurs cervicales. Donc le potentiel de base, c'est ça, c'est la dominance de la chaîne. La dominance de sa chaîne, elle a des empreintes spécifiques que le thérapeute GDS va identifier. Et nous, ce qu'on va faire quand on va recevoir un patient, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Grossièrement, ces chaînes, vous avez compris, elles sont reliées à... Elles sont en interaction entre elles. Elles sont en interaction entre elles. Ces 6 chaînes. Ces 6 chaînes, elles sont en interaction entre elles. Et elles sont sous la dominance d'une pulsion que vous appelez la pulsion comportementale. Absolument. La pulsion comportementale, ça peut être l'hyperaffectivité, l'hyperactivité, l'attitude de défense, l'intériorisation. Il y a des gens qui sont dans le rapport au réel, ils sont toujours dans l'intériorisation, la défense. Il y a des gens qui sont dans l'extraversion complète, les aventuriers, les gens qui sont sur deux. Ils n'ont pas peur c'est des aventuriers, ils n'ont pas peur du monde, rien ne leur fait peur. Ils sont sujets à la colère, à la dispersion, ils n'aiment pas les petits détails, ils aiment bien les choses synthétiques et tout ça. Et ces chaînes-là, tant qu'elles cohabitent, tant qu'elles vivent bien entre elles, tout se passe bien. Le problème, c'est quand une chaîne se grave, en l'absence de relâchement du système nerveux. C'est l'hypervigilance qui va venir perturber l'équilibre de ces 6 chaînes. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ce qui se dit, parce que la kinésithérapie classique part du principe que dès qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un déconditionnement musculaire. Voilà. Tout est soigné avec la remusculation. D'où l'injonction à la remusculation. Exactement. Il faut remuscler. Voilà. Et moi, je suis par exemple culturiste, c'est-à-dire que le bodybuilding, c'est ma passion, mais je prêche pas pour ce sport-là parce que d'abord, c'est pas un sport très ludique, et je pars du principe que le meilleur sport au monde, c'est le sport que vous aimez. Je ne conçois pas la pratique sportive de toute une vie sans l'amour du sport pratiqué. Donc, moi, j'adore le culturisme, mais le problème, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de thérapeutes vont dire, voilà, ça, c'est pas un sport pour toi, il faut aller nager à la piscine. Bon. On sait maintenant que le corps... Longtemps, c'était la première... c'est une hérésie. La première ordonnance, parce que la natation, c'était bon pour tout. Oui, mais c'est une hérésie, parce que le problème, c'est comment on fait quand quelqu'un déteste nager. La biomécanique humaine,
dans son ensemble, permet de faire tous les sports. Il s'agit de libérer. Par exemple, on va prendre un coureur. Il y a des médecins qui disent que courir, c'est pas bon. Moi, je parle du principe qu'on a un cavus du pied, c'est-à-dire ce creux qui permet d'amortir. On a des ménisques qui permettent d'amortir au niveau du genou, et on a une coxo-fémorale qui permet d'amortir les contraintes, et une lordose lombaire qui permet aussi d'amortir ces contraintes. On va dire qu'on a 4 amortisseurs au niveau du membre inférieur. Si vous en avez 3 sur 4 qui sont raides, qui ne jouent pas leur rôle de répartisseur de contraintes, c'est sûr que courir, c'est pas bon. Si les lombaires prennent, si vous courez avec un pied plat, des tensions sur la patte doigt c'est la partie interne du genou, plus une hanche raide, c'est sûr qu'il ne faut pas les courir. Et courir, scientifiquement, ce ne sera pas bon. Puisque quand on va faire l'étude, quand la personne va courir, elle va présenter des douleurs lombaires. Mais pourquoi ? Puisque les pièces osseuses, on a dit qu'elles étaient faites pour courir, à part, bon, le pied plat, bon, après, on peut mettre, le pied plat, il n'est pas majoritaire, on met une semelle et voilà. Mais, si le corps retrouve une physiologie, par exemple, on va détendre toutes ces chaînes musculaires, on va les traiter, vous pouvez faire n'importe quel sport. Vous pouvez courir sans que ça cause quoi que ce soit. Bon, alors, il y a 6 chaînes, parce que vous avez parlé des acronymes, hein, il y a PL, AM, PM, PA, AP, AL. C'est ça. Donc, PA, AP, c'est une double chaîne. D'accord. Alors, PM, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? PM, c'est postéro-médiane. D'accord. AM, c'est quoi ? Antéro-médiane. PM, c'est quoi ? Postéro-médiane. Non, PL. Donc, PL, postéro-latéral. PA, postéro-antérieur. D'accord. AP, antéro-postérieur. Et AL, antéro-latéral. Donc, ce qui veut dire que tous là qui sont en train de vous écouter ce matin, on a tous une typologie. On a tous une typologie. Après, on peut avoir. J'ai voulu rendre le livre le plus accessible possible. Par exemple, moi, je suis une quadritypologie. Voilà. Donc, on peut ne pas avoir qu'une typologie. Non, oui, c'est pour ça que la méthode, elle est très évocatrice sur une unitypologie, mais on peut être une bitypologie, une tritypologie et une quadritypologie. Mais pour autant... il y en a toujours une qui domine ? Alors, si vous avez une quadritypologie, c'est pas le potentiel qui va dominer, c'est la pulsion comportementale. C'est-à-dire, vous pouvez... c'est comme si le potentiel de base, c'était la voiture, et la pulsion comportementale, le conducteur. Vous pouvez conduire une Ferrari comme un petit vieux, c'est-à-dire doucement, sans exploiter l'ensemble de l'intégralité de la voiture, de sa puissance. Et vous pouvez avoir une Mini Austin que vous allez traiter comme si c'était une Ferrari. Vous allez l'user, comme un petit peu l'exemple précité tout à l'heure, de l'affectif qui va être dans l'hyperactivité, dans vous savez, ces cabinets où on travaille 12 heures par jour ou 14 heures et on amène du boulot à la maison. Donc il y a des typologies qui se prêtent à certains métiers et d'autres non. C'est comme exactement pour l'exemple des marathoniens. C'est sûr que moi j'ai des patients, ils ont des types PL, des types un petit peu musculaires, des types de sprinters. Ils font des marathons parce qu'ils aiment le marathon, ils ont le droit, mais c'est pas les perfs de certains patients que je connais qui font 2,50 mais qui pèsent 150 kilos. Donc il y a une différence entre le potentiel de base et le fonctionnement. Le fonctionnement, il est propre à chacun. Il est quand même conditionné, c'est pour ça que je parle de la psychanalyse, il est quand même conditionné un peu aussi par l'éducation. Par exemple, quelqu'un qui a une typologie affective, s'il est poussé dans le hors-moi trop tôt, si on va lui dire « moi, à ton âge, je faisais ça, à ton âge, je faisais ci », si on n'a pas laissé assez de maturation au moi, on va développer de manière précoce des tendances à l'hyperactivité. Il n'est pas rare que dans mon cabinet, on m'amène des petites jeunes de 13-14 ans en me disant « voilà, elle est tout enroulée comme ça, il faut faire un travail postural pour l'ouvrir ». Ce que je refuse catégoriquement en leur disant que l'affect a besoin d'arriver à maturation et que si je fais ce travail-là, je vais lui provoquer des angoisses parce que cette cuirasse caractérielle, elle en a besoin et elle va éclore au fil du temps avec la maturation de l'affect au fil du temps. Vous pouvez définir pulsion comportementale ? Alors, pulsion comportementale, c'est
cette énergie qui va nous pousser vers un comportement. C'est une énergie, par exemple, qui va vous pousser vers soit un comportement, une pulsion, c'est pour ça que ça s'appelle une pulsion, c'est quelque chose qui pousse vers... vous savez, cette pulsion, on la trouve chez les bébés. La méthode GDS, on s'est intéressé aux bébés, et on met des bébés tous ensemble comme ça, et puis on voit les futurs PM, ils ont besoin de se redresser, ils sont curieux, on les perd, c'est des bébés PLPM, c'est des bébés qu'on va perdre. Ils sont là, ils ont besoin de découvrir, d'une curiosité, ils ont besoin de verticalisation. À l'inverse, les AM, ils vont pas bouger, ils vont être comme ça, ils vont bouger avec, ils sont plutôt casaniers, très terre à terre, dans la stabilité, ils vont jouer avec les objets qu'ils ont autour d'eux. Les futurs affectifs, ils sont là, terriens et tout ça, ils ont peur d'aller... et ils restent comme ça, on va dire que... C'est pas des bébés asthéniques, mais c'est des bébés plutôt on appelle ça... Alors, chaque typologie est associée à un élément de la médecine chinoise. L'affectif, il est associé à l'alimentaire. Feu... Voilà, exactement. Donc, les bébés, les futurs PM, on le voit très tôt. C'est des bébés qui sont toujours en hyperextension, qui sont agités, qui marchent très tôt. Moi, par exemple, je suis PM de fonctionnement et j'ai marché très tôt, j'ai marché à 9 mois. Et voilà. Après, il y a des enfants qui sont un petit peu affectifs. Bon, c'est pas toujours, mais qui marchent plus tardivement. Un autre terme que je souhaiterais que vous nous expliquiez, psychotonus. Le psychotonus, c'est quoi ? Le muscle a un tonus de base. C'est-à-dire qu'un muscle normal est en l'absence de l'activité motrice, mou. C'est le tonus de base. Ce tonus de base, il est relié à un élément du psychisme. C'est pour ça qu'on l'appelle psychotonus. Et c'est ce que Reich a développé dans ses cuirasses caractérielles, que je reprends dans le livre. C'est le psychisme qui va décharger la somatisation dans le muscle. Comme quand on dit la peur au ventre, la rage au ventre. Si le corps n'est pas un amortisseur psychique, le corps est un amortisseur du psychique, mais si l'humain n'avait pas la capacité à décharger son stress sur les muscles, on deviendrait fou, on ferait des bouffées délirantes. Finalement, c'est le corps qui amortit. Ah, c'est le corps, absolument. Mais pas n'importe quoi dans le corps. Pas l'os, pas les yeux, pas les cheveux. Le muscle. Pourquoi ? Parce qu'il a une capacité de contraction et de relâchement. Donc, la peur au ventre, la rage au ventre, on voit bien les petits qui passent les concours des grandes écoles, ils ont le ventre tendu, on me les ramène et ils ont mal au ventre, ils ont le dos, c'est normal, ils préparent HEC, voilà, c'est difficile pour eux, ils préparent des grandes écoles et tout, on les reçoit pour des lombalgies viscérales, pour des douleurs de cou, parce qu'ils sont dans l'hypervigilance. Donc le corps est un amortisseur des tensions psychiques et le psychotonus, c'est la charge que le muscle va absorber du psychisme. Mohamed Bouchoucha, kinésithérapeute ostéopathe, est avec nous ce matin pour nous parler de son livre qui s'appelle Lombalgie, céphalée, contracture, ce que me dit votre corps, aux éditions Le Duc. Françoise Mézières, qui est une des grandes pionnières de la rééducation posturale globale, et qui est la première en France, kinésithérapeute, à conceptualiser l'observation des chaînes musculaires dont on parlait tout à l'heure, s'est fait virer. Oui. De l'école de Boris Dolto, qui était le père de Carlos et qui était le père de la kinésithérapie moderne. Exactement. Françoise Mézières, à qui on doit beaucoup dans l'élaboration des chaînes musculaires. La méthode Mézières. La méthode Mézières est l'ancêtre de la méthode GDS. Qui est pratiquée par certains kinés, elle aussi, la méthode Mézières. Elle est pratiquée par certains kinés, bien que, il faut être honnête, depuis 1947, il s'est passé des choses, et la méthode GDS est le prolongement de la méthode Mézières, qui est quand même assez basique. Alors, la méthode Mézières, elle est basique en 2025, mais elle a été révolutionnaire en 1947. Mézières est arrivée avec le princeps, et elle a mis le principe princeps, où elle a mis en évidence que quand on essayait de désyphoser une dame sur la table qu'elle avait essayé de désyphoser, les genoux se sont repliés violemment. Françoise Mézières est abasourdie par ce qu'elle vient de faire, parce qu'on avait le modèle de la poupée, la kinésithérapie, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune interdépendance entre les membres. Donc elle refait ça plusieurs fois en présence de son assistante, et elle voit qu'en fait, elle comprend
tout de suite qu'il y a une chaîne musculaire qui s'appelle la chaîne postérieure, qui part du cou jusqu'au mollet. Et donc, c'est l'illumination chez Mézières, et elle comprend que tout le corps est interdépendant. Elle développe... et elle comprend que la poupée est devenue un pantin. Exactement. Elle met en évidence ces interdépendances, et elle a toute sa vie combattu pour faire son modèle. Elle s'est fait virer par Maurice Dolto, qui a beaucoup manqué de courage, parce que quand même elle avait des résultats. Françoise Mézières, elle avait des résultats, mais les médecins disaient qui est cette folle qui tire sur les LASEG. Le LASEG, c'est une extension de genou qui met en évidence une hernie discale. Vous êtes le sujet, il est allongé sur le dos. Françoise, on va étirer le membre inf, et ça, c'est un test de médecine pour mettre en évidence une hernie discale. Donc ils l'ont pris pour une folle. Le corps médical assez prétentieux, assez inquisiteur. Mézières se réfugie sur l'île d'Elbe. Elle fédère énormément de kinés, parce que la kinésithérapie à l'époque, déjà, c'était une catastrophe. On rééduquait les scoliotiques avec des sandales de plomb, on les faisait marcher, donc vous voyez le niveau, c'était quasi de la débilité, quoi. Et Françoise Mézières, elle arrive avec une approche révolutionnaire qu'elle a développée partout un peu dans le monde quand même. Et Boris Dolto a manqué de courage et l'a pas soutenu. Les méthodes de kinésithérapie pionnières n'ont jamais été soutenues par la médecine. C'est pas toujours judicieux d'avoir raison avant tout le monde. Il faut avoir raison en même temps que tout le monde. Exactement. Si vous êtes trop en avance, on va vous traiter de fou. Exactement. C'est Schopenhauer, vous savez. Exactement. Avant que ça devienne évident. Ça, mais en général, c'est rarement ceux qui ont inventé les thérapies qui en ont récolté les fruits. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens plus du nom de l'homme qui avait dit que les décès d'enfants en bas âge, fraîchement nés, étaient dus à des microbes. Quand il a dit qu'il fallait se laver les mains, il s'est fait virer de l'hôpital, quoi. Alors que maintenant, on sait que l'hygiène, c'est super important. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir raison. Mais parfois, trop d'hygiène, c'est pas aussi bon. Il faut un juste niveau d'hygiène. Exactement. Bien, on va parler de certaines pathologies. On va voir comment vous intervenez. Si on prend par exemple quelque chose qui est assez fréquent et souvent très opéré, le syndrome du canal carpien. Et alors pour vous, il y a le syndrome du canal carpien et le pseudo-syndrome du canal carpien. Vous nous expliquez ? Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'est simple. Le syndrome du canal carpien, le vrai carpien, qui est un durcissement de l'aponévrose qui va venir comprimer le nerf médian, il a 4 stades. Il est évident qu'au 4e stade, où le patient il est plein de fourmis, où là la compression du nerf médian elle est tellement avérée que ce durcissement de cette aponévrose là il nécessite une petite opération chirurgicale. Maintenant c'est fait de manière en ambulatoire. Mais le pseudo, ça veut dire que c'est un canal carpien qui en a tous les symptômes, mais qui peut être réversible. C'est-à-dire que à ce stade-là, cette membrane-là qui se durcit, elle est travaillable. Donc on va relâcher tous les muscles, tous les palmaires, fléchisseurs radial du carpe et tout ça. On va relâcher tous ces muscles qui donnent un aspect de bloc sur la main, qui compriment le nerf médian et cette membrane. On va venir, moi je fais du dry needling dessus, je fais du crochetage et je vais scraper. J'étire les palmaires, il n'y a plus de canal carpien. J'ai soigné un service entier à Chartres. D'infirmières. Les infirmières sont beaucoup des profils AL, profils assez intériorisés, très féminins, en valgus, beaucoup en hypertonie, parce que chez les infirmières, il n'y a jamais l'effectif qu'il faut. Ils doivent toujours faire plus que d'autres. Donc il y a,
à l'époque un service quasiment. C'est-à-dire que la première est venue, elle a amené des copines. Exactement. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on opérerait trop de syndrome du canal carpien, alors que les 2 tiers pourraient être... Ben c'est pire que ça. C'est les prothèses de hanche, c'est les épaules. Avec humilité, moi j'ai évité pas loin d'une 50aine d'opérations. Alors, autre pathologie. Alors, il y en a qui ont des noms quand même à coucher dehors. Hein. Ah bon. Non, mais c'est vrai qu'en kiné, il y a des noms. Si vous n'avez pas eu la formation, vous comprenez pas toujours de quoi on parle. Je vais vous expliquer, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... alors, par exemple, le lumbago, c'est facile. Bon, lumbago, ça veut dire j'ai mal au dos. Ça veut dire mal au dos. Donc, lumbago, les lombes, ago, algie, douleur. Donc, lumbago, ce n'est pas un diagnostic. Des fois, les patients viennent en me disant oui, le médecin il a dit que j'ai un lumbago. Mais lumbago, ça veut dire une douleur au dos. Le diagnostic, ça devrait être quelque chose de plus précis. Quelle est l'origine des lumbagos? On sait ou pas? L'origine des lumbagos, ça veut dire un lumbago, ça veut dire mal au dos. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez une protrusion discale, une hernie discale, un canal lombaire étroit. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez un spondylolisthésis. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez une tension viscérale. Donc lumbago, ça veut dire mal au dos. Charge au thérapeute d'identifier pourquoi vous avez mal au dos. Alors on dit que c'est le mal du siècle. Je suis désolé de vous parler du lumbago, mais c'est le mal du siècle. Oui, c'est le mal du siècle. Quand quelqu'un dit j'ai mal au dos, quelle est la première question que vous lui posez? Alors, moi, avant de poser la question, j'ai déjà quand même... vous regardez sa posture. En toute humilité, moi j'ai déjà fait la moitié du diagnostic quand le patient il est rentré, parce que je regarde l'écart des yeux, les épaules, le thorax, les membres inférieurs. Quand il s'est déjà déshabillé, je commence à avoir une petite... Alors, je demande la pulsion du moment. Je demande comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé. C'est-à-dire, soit si la personne me dit écoutez, j'ai déménagé ce week-end, j'ai porté un truc trop lourd et tout ça, bon, je vais partir sur déjà une origine mécanique, tout en prenant en compte le terrain. Mais si on me dit je viens de me faire virer, depuis que je me suis fait virer, j'ai mal au dos, ça va m'orienter vers une piste viscérale. Dans la méthode GDS, ça s'appelle la pulsion du moment. Ce qui est intéressant, c'est le moment où c'est arrivé. Ouais. Le moment où j'avais soigné une patiente, je le dis dans mon livre, douleur bilatérale de genou, ça veut dire un déverrouillage du genou, douleur bilatérale du genou. Il faut expliquer que c'est très rare d'abord, les deux en même temps. Déverrouillage du genou, des genoux en même temps, sans raison apparente, ça... C'est très rare. Donc je vois le terrain de la personne, je vois en une fraction de seconde que c'est une hyperactive et je me pose la question de savoir pourquoi la déverrouiller du genou. C'est une somatisation affective à l'encontre de sa posture. Donc je lui dis madame, c'est de la somatisation affective. Bon, j'aurais peut-être dû amener la somatisation de manière plus préparée. Et là, elle me dit n'importe quoi, je me suis fait mal au genou parce que j'ai trop bricolé. Bon. Et donc, je dis rien et je palpe les gastrocnémiens, je palpe je palpe les mollets, l'intérieur des mollets, je palpe les adducteurs, je palpe un petit peu les abdominaux, les pectoraux, et je m'aperçois qu'il y a quand même l'expression d'une somatisation affective. Je lui dis oui mais madame c'est pas ce que votre corps dit. Elle me dit ah ouais, il dit quoi mon corps? Et là je lui dis il parle d'un choc affectif. Et là elle me dit je viens de perdre mon fils dans un accident de moto il y a 10 jours. Bon, je lui ai dit alors je vais déverrouiller prudemment, j'aurai un demi-résultat, mais je ne peux pas enlever cette somatisation affective parce que vous en avez besoin. Donc j'ai relâché ce que je pensais être bon pour elle. Et mal vous en a pris parce que le lendemain... Alors, ça c'est une autre patiente que j'avais fait, elle venait de perdre son mari. J'étais chaîniste débutant et j'ai vu une somatisation affective. Vous savez, les dermalgies, c'est quand vous palpez la peau comme ça, vous avez l'expression d'une douleur. C'est la peau qui est hyperalgique. Par exemple, si je fais ça au niveau des abdominaux,
On va avoir l'expression d'une douleur. En fait, si vous voulez, le muscle, quand il est tendu en permanence, le muscle consomme du glucose, il rejette de l'acide pyruvique qui va se fixer sur les tissus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, c'est tendu, je vais tout détendre. J'avais oublié la somatisation affective. Ce qui fait que cette patiente-là a eu un contre-coup. Le soir même, un contre-coup d'angoisse. Elle a eu une espèce d'angoisse, limite attaque de panique, et elle s'est encore plus verrouillée, parce que j'avais enlevé l'expression. Le corps, il est intelligent, il somatise, il est plus intelligent que nous. S'il somatise, c'est pas pour rien. Donc, il faut négocier avec les tissus. Et donc, je l'avais aggravée le lendemain, elle était encore plus bloquée. Et après, j'ai pensé à mon mentor, je me suis dit, tu vois, c'est pas de la théorie. Donc, je l'ai aggravée, et puis après, elle est revenue 10 jours après, et puis après, ça s'est bien passé. Les pubalgies, ça c'est pour les footeux, là. Alors, les pubalgies, il faut savoir que, comme son nom l'indique, ça veut dire mal au pubis. Alors, le pubis, quand même, il y a plusieurs sortes de pubalgies. Alors, la GDS en distingue 4. Oui, il y a quatre sortes de pubalgie, puisque si j'avais su que vous allez me poser cette question, j'aurais amené mon bassin. En fait, si vous voulez, le bassin, là, j'ai 2 os iliaques. Il peut y avoir une pubalgie par rapprochement des iliaques, par le transverse. Le transverse est le muscle qui contient les organes, et donc il va y avoir une pubalgie par écartement du périnée. Il y a une pubalgie, celle des footeux, par distorsion pelvienne, c'est-à-dire que souvent l'iliaque gauche, il va être rétroversé par le muscle moyen fessier et toute la chaîne postérolatérale, biceps fémoral et les fibulaires jusqu'en bas. Et il convient d'équilibrer les chaînes pour se débarrasser de la pubalgie. Il y a une pubalgie qui est une pubalgie... Et ça, c'est combien de séances ? 1 ou 2. Moi, les footeux que j'avais traités, en une séance, ils étaient dehors. Parce que ça, c'est les footeux, c'est quand même des gens en bonne santé, quand même. Hein. C'est pas des patients chroniques. Voilà. Ouais, ils sont entraînés. Voilà. C'est plus, ça va vite à soigner un footeux. Et puis, il y a une pubalgie par resserrement du périnée qui va venir écarter les iliaques en haut et provoquer un resserrement du pubis en bas. Donc, ces 4 sortes de pubalgie, si elles ne sont pas traitées de manière précise, vont toujours ça traîne. Rester. Exactement. Ça traîne. Ça traîne, et puis elles sont infiltrées. Donc, on force. On va taire la douleur, mais... La pubalgie, c'est pas parce que vous avez été la douleur avec une infiltration que le problème il est réglé. C'est la bonne vieille méthode de l'infiltration. Attendez, je voulais juste qu'on termine avec une affection très répandue chez les ados qui elle aussi a un nom à coucher dehors. Oui, c'est l'Osgutschlätter. Oui, l'Osgutschlätter, on en fait tout. Alors qui est beaucoup plus courant qu'on imagine. Hein. Oui, exactement. Alors l'Osgutschlätter, c'est la fameuse bosse qui en avait un du tibia. C'est une bosse qui est juste à la partie supérieure du tibia, qui va quand même exercer une pression sur le tendon rotulien. Tous les adultes, ou bien moi j'ai un petit Osgutschlätter. Alors, tous les adultes qui ont ça, ça leur pose aucun problème. Le problème dans l'Osgutschlätter, c'est que il se réveille quand il y a une hypertonie, c'est-à-dire du quadriceps. Ça va tirer le tendon rotulien. Donc, c'est pas la tubérosité, cette espèce de tubérosité apparente, elle majore la douleur. Mais si vous relâchez ces chaînes musculaires-là, le tendon rotulien, il va se relâcher et se cicatriser. Moi, j'ai souvent des petits footeux là, de 12 ans qu'on me ramène en disant voilà, il a un Osgutschlätter, avec une prescription en disant que voilà, pendant 1 an il faut arrêter le foot. Et je dis au gamin, il faut que je te pique. Il me dit, il en est hors de question. Je dis, tu sais que si je te pique, tu vas rejouer au foot dans 1 semaine. Et là il me dit, écoutez, piquez-moi, faites tout ce que vous voulez. Donc j'ai traité beaucoup de petits, de jeunes ados avec une peinture très, très douce quand même.
parce qu'il faut quand même avoir un relâchement maximum pour permettre au tendon rotulien de se cicatriser, de se désenflammer rapidement. Et ça s'est toujours bien passé. Bien. La suite est dans votre livre, il y a beaucoup de pathologies. Oui, j'explique parce que... Ah non, c'est fini l'émission. Vous reviendrez. Voilà, super, avec grand plaisir, moi je viens quand vous voulez. Vous reviendrez. C'est fini, parce que là, sinon on va perdre monde. Je voudrais au moins qu'il termine la journée. Mohamed Bouchoucha, vous publiez Lombalgie, céphalie, contracture, ce que me dit votre corps chez Le Duc. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.